Nous avons le plaisir d'accueillir Lucie Gerber, qui est historienne des sciences, chercheuse au CNRS et au laboratoire SAGE à Strasbourg, et donc qui va nous parler de Apprendre à dire je, le genre de l'affirmation de soi entre États-Unis et France, 1950-1980. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup aux organisateurs et à Chloé pour cette invitation à discuter les travaux, à présenter quelque chose autour des travaux d'Alain, que j'ai beaucoup lu, d'abord dans le cadre de recherches que j'ai menées à sa suite sur la dépression, l'histoire des antidépresseurs et de l'industrie pharmaceutique. Mais aujourd'hui, il sera plutôt question de psychothérapie et d'usage non thérapeutique de psychothérapie. Alors, s'affirmer, c'est d'abord se contrôler. Tel était le titre d'un article paru en 1982 dans le Nouveau F, un titre de la presse magazine française. Il s'ouvrait sur une scénette. Françoise, employée de banque, a suivi un stage d'affirmation de soi dans le cadre de la formation permanente. Ne pas se plaindre, ni revendiquer, ni se fâcher, mais tout simplement être sûr de soi au moment où il le faut. C'était peut-être la solution à ces problèmes, spéculait la journaliste. Après les 5 jours de stage en entreprise, elle décide de mettre en pratique ce qu'elle a appris. Lorsque son mari, Jacques, rentre du travail, prend ses aises et lui demande, comme à l'accoutumée, d'aller lui chercher une bière, Françoise répond « Non, pas maintenant, je suis fatiguée ». Son mari, bien que surpris, va chercher sa bière tout seul et en passant, lui tapote même la joue. Ce qui était mis en scène ici, c'était un comportement ou style de communication appelé affirmation de soi ou assertivité. L'affirmation de soi était ici présentée comme une compétence, un savoir-faire, plutôt qu'un don inné, qui pouvait s'acquérir de manière rapide au moyen de techniques psychologiques importées des États-Unis, issues de la psychologie et de la thérapie comportementale. Dans cette communication, je propose de retracer la trajectoire transatlantique de la formation à l'affirmation de soi dans ses grandes lignes, depuis son émergence dans la clinique de l'anxiété aux États-Unis dans les années 50, jusqu'à son importation en France et sa transposition dans le champ de la formation professionnelle continue au cours des années 70 et 80. Je me pencherai d'abord dans la perspective d'une histoire, disons, culturelle des psychothérapies articulée à une histoire des idées, sur le processus de définition de l'affirmation de soi, qui, aux États-Unis, a accompagné plutôt que précédé sa réussite professionnelle et sa popularisation. À partir des années 70, et parallèlement au développement de ces usages parathérapeutique, s'est développée une conception de l'assertivité comme compétence plutôt que comme disposition de la personnalité, permettant d'atteindre le juste milieu entre passivité et agressivité dans les relations interpersonnelles. Je restituerai les inflexions et le succès connus par cette notion dans le 3e âge du comportement théorisé par Alain Ehrenberg, en les articulant à la réorientation caractéristique de ce moment de l'histoire de la psychologie scientifique américaine vers l'autorégulation. Ce travail sur les mœurs avait une dimension genrée, que j'examinerai à partir des manuels et ouvrages grand public d'affirmation de soi pour les femmes. J'essaierai d'interroger les effets du genre dans la définition de l'assertivité, un processus où ont été à la fois mobilisés et déplacer des catégories établies du féminin et du masculin. Cette littérature permet aussi d'examiner, on le verra, la formation de ce qu'on pourrait appeler des scripts diagnostiques et d'intervention fondés sur une forme de diagnostic culturel qui ont ensuite été importés en France. Alors, l'histoire indigène, interne de l'affirmation de soi, s'est donnée pour un précurseur un psychologue new-yorkais, Andrew Salter, qui a été un critique virulent de la psychanalyse freudienne et qui a développé au cours des années 40, dans le cadre de la pratique privée qu'il avait établie à Manhattan, une forme de psychothérapie très vaguement fondée sur la psychophysiologie pavlovienne, appelée Conditioned Reflex Therapy. Les termes assertion ou assertiveness n'apparaissaient pas dans le livre éponyme paru en 1949. Cependant, Salter y exposait un ensemble de techniques pour résoudre toutes sortes de difficultés de la personnalité non psychotique qui ont ensuite été reprises par d'autres thérapeutes comportementaux. Alors ces techniques, elles mettaient l'accent sur l'expression émotionnelle et dérivaient d'une conception particulière de la santé mentale, formulée dans les termes physiologiques de l'excitation et de l'inhibition. Pour lui, l'éducation, les conventions sociales, les bonnes manières formaient généralement un type de personnalité inhibée, présentant un ensemble de tendances comportementales névrogènes telles que l'indécision,
la fuite des responsabilités ou encore la tendance à s'excuser en permanence. La thérapie consistait dès lors à amener l'individu à se défaire de ce conditionnement impropre pour retrouver l'état de saine excitation qu'il aurait connu dans l'enfance. Pour Salter, l'excitation était pour l'essentiel, je cite, « une affaire de liberté émotionnelle et n'avait rien à voir avec la participation sociale ». Et la désinhibition s'obtenait via l'entraînement à un style comportemental caractérisé par l'expression libre et honnête des sentiments, que ceux-ci soient positifs ou négatifs. Ces techniques consistaient notamment à s'entraîner à dire ce que l'on ressent spontanément, ce qu'il appelait le feeling talk, le manifester physiquement, facial talk, à utiliser le pronom personnel « je » autant que possible et délibérément, à contredire et attaquer son interlocuteur sur cette base subjective non normative. Chaque fois que vous vous sentez déprimé, rapportait-il dire à ses clients, vous avez oublié d'être méchant avec quelqu'un. Le système nerveux humain ne se bat pas selon les règles du marquis de Queensberry. C'est l'appropriation sélective des travaux de Salter par le psychiatre sud-africain Joseph Wolpe, qui est un autre pionnier beaucoup plus connu de la thérapie comportementale, qui a posé les jalons de l'entraînement à l'affirmation de soi au sein de ce courant. Plus impressionné par le matériel clinique de Salter que par son élaboration théorique, le psychiatre a forgé l'expression de réponse assertive au milieu des années 50. Il désignait par là un comportement, à vrai dire, proche de celui caractérisant la personnalité excitée de Salter, mais pour Wolpe, le terme d'assertivité s'appliquait à, je cite, l'expression ouverte de pratiquement tous les sentiments autres que l'anxiété, donc pas particulièrement spécifique, y compris initialement l'agressivité. Au plan théorique, celle-ci était comprise dans les termes de la thérapie par inhibition réciproque. Bon, je ne rentre pas dans les détails, mais bon, c'est-à-dire c'est un moyen d'exprimer et d'intensifier des réponses antagonistes de celles de l'anxiété. La colère, par exemple. Après avoir émigré aux États-Unis en 1960, Wolpe a développé l'affirmation de soi comme un traitement de l'anxiété interpersonnelle. Au plan technique, il recourait notamment à une forme de psychodrame behavioriste, on pourrait dire, behavior rehearsal, entraînement comportemental, peut-être, consistant à simuler en consultation des situations, à représenter et répéter le comportement souhaité. Si dans les années 60, la littérature sur l'affirmation de soi se limitait, c'était anecdotique, c'est une poignée d'études de cas, une bibliographie ne recensa pas moins de 892 articles de journaux scientifiques et 664 thèses consacrées au sujet entre 1973 et 1983. Pour expliquer cet engouement, professionnel et académique, il faut, je crois, marcher dans les pas d'Alain Ehrenberg et l'articuler aux transformations tant théoriques que stratégiques connues par la psychologie et la thérapie comportementale aux États-Unis à cette période. La formation à l'affirmation de soi a été un exemple précoce de syncrétisme entre approches réputées concurrentes qui caractérisent, selon l'historienne Sarah Marks, la psychothérapie dans la seconde moitié du XXe siècle, entre approches comportementales, cognitivistes et humanistes en l'occurrence. Ces praticiens en développèrent les procédures en empruntant à des modèles de l'apprentissage et des systèmes cliniques qui, de diverses manières, liaient la cognition et la motivation à l'action, en intégrant l'idée, c'est très important, d'une réciprocité de la dépendance entre l'organisme et l'environnement, et donc celle d'une liberté relative de l'individu, j'y reviendrai. Ce faisant, ils ont participé d'une mise à distance de l'héritage du behaviorisme au sein de la psychologie scientifique, tout spécialement de son idéal ingénieriste, pour parler avec l'historien Philippe Paoli, qui l'avait conduit à privilégier les sources externes environnementales de contrôle du comportement. Ce processus avait été engagé dès les années 40, suivant un double mouvement finement retracé par Alain. D'abord, je le cite, d'appropriation scientifique du moi, puis plus tard, de développement d'une clinique permettant au premier venu d'accomplir sa vie avec efficacité, assise désormais sur l'idée d'autorégulation. Fin de citation. Dans le détail, ils se sont tournés vers la thérapie rationnelle d'Albert Ellis, qui attribuer un pouvoir causal aux cognitions, faisant des émotions des conséquences de systèmes de croyances irrationnelles qu'on pouvait restructurer de manière didactique et strictement sémantique. On peut aussi citer l'influence du self-instructional training dans la même idée de Donald Meichenbaum, qui représentait une variante des nouvelles thérapies cognitivo-comportementales centrées sur l'autocontrôle, mettant l'accent, là, cette fois-ci, sur l'influence du langage intérieur sur les comportements. Et ils ont par ailleurs été inspirés par les recherches sur le modelage
modeling, menée par le psychologue canadien-américain Albert Bandura dans le cadre de la théorie de l'apprentissage social qui avait déplacé le curseur de l'apprentissage par expérience directe vers l'apprentissage par observation. Alors, autrement dit, tout ce que vous apprenez par essai et erreur, par expérience directe des effets qu'ont vos réponses aux stimuli, eh bien vous pouvez l'apprendre plus rapidement et à moindre frais en observant les conduites d'autrui. L'idée fondamentale de Bandura est que l'apprentissage par observation, également appelé apprentissage vicariant, était un processus actif et créatif qui permet aux personnes d'élaborer des modèles comportementaux nouveaux plutôt que de simplement imiter ce qu'ils ont vu ou entendu. L'être humain qui apprend par observation mobilise des capacités de traitement de l'information et de symbolisation, selon lui, pour formuler les règles implicites du comportement modélisé qui par la suite lui serviront de guide cognitif pour l'action. Bandura insistait aussi, et c'est important, sur la contribution de la motivation. Comme l'a expliqué un psychologue, Marc Richel, c'est elle qui active le comportement acquis, y compris en l'absence de stimulation immédiate apparente, via les capacités d'évaluation du sujet qui convertit en motivation sa représentation symbolique des conséquences anticipées d'une action. Donc, comme le dit Richel, je le cite, ces notions d'attente et d'anticipation, comme celle d'auto-évaluation, qui pour Bandura pouvait d'ailleurs avoir en elle-même valeur de renforcement, déboucher sur le concept plus vaste d'autorégulation. Du modelage social, Bandura a dérivé un modèle de l'apprentissage complexe qui, tout en réaffirmant l'influence de l'environnement, reconnaissait aux êtres humains la capacité d'influencer en retour leur environnement. Et donc une liberté relative, non pas celle, comme l'a fait remarquer Alain Ehrenberg, de ne subir aucune influence externe, donc d'échapper au déterminisme, mais celle de disposer de compétences pour réaliser ses préférences et de pouvoir choisir une voie d'action entre plusieurs options. On va retrouver dans l'affirmation de soi cette idée de liberté-compétence, au sens d'une liberté qui va être limitée par des déficits comportementaux et qui peut donc être étendue en cultivant de nouvelles compétences. L'influence de ces travaux se traduit aussi au plan pratique, et je pense que c'est important de le souligner. Elle est perceptible dans l'accent mis sur les pratiques de groupe à partir des années 70, l'entraînement de chaque personne, y servant de modèle pour tous, ainsi que de potentialisateur de renforcement par les encouragements qu'il fournit. De fil en aiguille, la réduction de l'anxiété n'était plus désormais le principal objectif de l'affirmation de soi. Il s'agissait de développer des compétences nouvelles, susceptibles, comme l'y invitait par ailleurs la psychologie humaniste et le mouvement du potentiel humain, d'aider l'individu à améliorer son estime de soi et à se réaliser à travers la connaissance et l'expression de ses besoins non matériels, mais aussi, car l'assertivité était fondamentalement conçue comme une compétence sociale, de favoriser des relations interpersonnelles mutuellement enrichissantes. La formation à l'affirmation de soi s'est enfin coulée dans un processus de refonte du méliorisme social des psychologues spécialistes du comportement, exemplifié par l'allocution présidentielle du cognitiviste George Miller à l'American Psychological Association en 1969. Comme l'a analysé Alain, ce discours a été formulé dans le contexte d'un recours croissant aux psychothérapies, aussi d'une défiance envers les modèles verticaux et hiérarchiques de pouvoir et d'autorité. Et il traitait de la mise à distance du langage behavioriste comme un problème plus qu'épistémologique, touchant au rôle de la psychologie scientifique dans la société. Donc, en résumé, pour avoir un impact social équivalent à celui de la psychanalyse, argumentait Miller, les psychologues devaient arrêter de mettre l'accent sur le contrôle externe du comportement, un objectif scientifique, louable en soi, mais qui avait des connotations menaçantes et élitistes pour le grand public. Il invitait ses collègues à abandonner la posture de l'expert et à plutôt aider les gens à s'aider eux-mêmes, c'est-à-dire à devenir les agents de leur propre changement. Les praticiens de l'affirmation de soi ont en quelque sorte pris Miller au pied de la lettre, trouvant des relais au sein des agences et des services communautaires, dans les écoles, les entreprises et les organisations. Ils et elles développèrent des formations destinées à des populations non psychiatriques. L'affirmation de soi a par exemple été adaptée au programme de réadaptation pour les schizophrènes d'abord, mais aussi pour les personnes souffrant de handicap physique après une hospitalisation ou pour les toxicomanes afin de faciliter la transition des institutions à la vie en communauté. L'orientation sociale et professionnelle a constitué un autre canal important de diffusion, notamment auprès des étudiants et des femmes, dans le cadre de l'éducation à la préparation à l'emploi, de la planification du développement de carrière. La formation à l'affirmation de soi est progressivement devenue une thérapie pour les bien portants, promettant à tous et surtout à toutes, on va le voir, épanouissement et efficacité personnelle grâce
au développement de compétences relationnelles. En effet, le succès professionnel de l'affirmation de soi s'est doublé d'un succès populaire, comme en témoigne la large diffusion de livres de développement personnel au cours des années 70, qui pour nombre d'entre eux, ainsi que l'a souligné la psychologue Mary Crawford, s'adressaient spécifiquement aux femmes. Ce corpus, il est intéressant parce qu'il offre une fenêtre sur le processus de définition de l'assertivité, qui a accompagné, donc plutôt que précédé sa popularisation, tout particulièrement sa caractérisation comme un style comportemental distinct de la passivité. Cette littérature reflétait aussi la manière dont ces praticiens et praticiennes ont abordé les changements culturels en cours au sein de la société américaine, en présentant la formation à l'affirmation de soi comme une solution aux défis psychologiques posés par l'émancipation des femmes et l'assouplissement des rôles sociaux de sexe. Donc pour comprendre le fondement de l'affirmation de soi pour les femmes, il faut revenir sur ce qu'on peut appeler l'étiologie de la non-assertivité. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas assertif ? Un premier modèle d'inspiration physiologique postulait l'inhibition de comportements assertifs par un niveau élevé, inadapté d'anxiété. On reconnaîtra là le modèle de Wolpe, et c'était un modèle de blocage de l'action. Il présupposait que les compétences requises pour une expression efficace de soi étaient latentes, mais que l'appréhension suscitée par la situation faisait obstacle à sa manifestation. Un deuxième modèle était un modèle de déficit comportemental, donc qui expliquait l'absence de comportement ostensiblement assertif par une lacune, par un défaut de compétence. Si une personne ne parvenait pas à s'affirmer, c'était parce qu'elle n'avait jamais acquis les compétences verbales et non verbales qui permettaient de le faire. Un troisième modèle d'inspiration cognitiviste mettait l'accent sur l'anticipation des conséquences de ces actes. Dans la littérature grand public sur l'affirmation de soi pour les femmes, en vrai, tout ça a été mêlé, mais prévalait quand même un modèle de déficit. Les femmes, en tant que groupe, comme l'a souligné Crawford, y étaient caractérisées comme ayant des lacunes en matière de compétences en communication qui seraient moins fondées en nature par la biologie ou la psychologie que déterminées par la socialisation de genre. L'adoption par les femmes d'attributs du féminin, la passivité, le calme, la soumission, l'altruisme, etc., se trouveraient en quelque sorte renforcées par leur entourage depuis l'enfance, jusqu'à ce que la non-assertivité soit devenue une habitude, un mode de vie préjudiciable pour nombre d'entre elles. Pour auto-évaluer et se défaire de ce conditionnement à la féminité, ces livres comprenaient des outils, dont des quiz, pour déterminer par exemple son quotient d'assertivité dans diverses situations fictionnelles, généralement conflictuelles. L'homme avec lequel vous vivez et qui, comme vous, travaille à plein temps, n'a pas préparé le repas. Récemment divorcé, vous peinez à obtenir une carte de crédit en votre nom, etc. Pour chaque situation, des types de réponses étaient donnés et classés dans le style de personnages fictifs. Doris Doormat, Agatha Aggressive, Iris Indirect et April Assertive, figure idéale et médiane de l'expression de ses désirs et besoins. La formation à l'affirmation de soi a entretenu un rapport ambivalent avec le mouvement de libération des femmes. Certaines de ces praticiennes l'ont dépeint comme une extension naturelle du mouvement. L'environnementalisme, hérité du behaviorisme, sa tendance à privilégier l'acquis sur l'inné, le dédain pour la psychanalyse, étaient autant de caractéristiques de la thérapie comportementale qui s'accordaient effectivement bien avec le refus du modèle médical et de la pathologisation des femmes, la critique du freudisme et des théories androcentriques du développement de la personnalité, ainsi qu'avec l'accent mis sur la socialisation plutôt que sur le sexe biologique dans les théories féministes. Il existait en outre des échos formels entre les pratiques de groupe privilégiées dans l'affirmation de soi pour les femmes et les Consciousness Raising Groups, qui étaient une des pierres angulaires de la frange la plus radicale du mouvement féministe américain. Donc, ces derniers étaient des petits groupes de discussion et de soutien informels, sans leader, qui, je cite l'historienne Hélène Herman, mettaient l'accent sur l'introspection, l'exposition émotionnelle et le partage de témoignages. Ils illustraient, selon l'historienne, l'assimilation d'une sensibilité psychothérapeutique dans le féminisme qui a coexisté avec la critique d'autres aspects de la psychologie. La formation à l'affirmation de soi a été en retour utilisée comme un outil de psychothérapie féministe pour fournir, là je cite Caroline Hens, qui est une psychologue conseillère, une expérience de resocialisation pour aider les femmes à prendre conscience de leurs droits interpersonnels, modifier leurs croyances négatives, à transcender les rôles de genre stéréotypés et à influencer de manière directe leur environnement.
Une lecture attentive de cette littérature suggère cependant une discontinuité entre les pratiques féministes et la formation à l'affirmation de soi. Jane Bell, autrice d'ouvrages de développement personnel, l'a formulée en des termes très clairs. La formation à l'affirmation de soi va bien au-delà des groupes de conscience. Elle vous apprend non seulement à prendre conscience de vos problèmes et à en parler, mais aussi à faire quelque chose pour les résoudre. Vous voyez, on a une rhétorique du décalage, en fait, entre des attitudes et des motivations nouvelles et des comportements ossifiés. Rhétorique qui a participé d'un discours sur les résonances culturelles plus amples de l'affirmation de soi. Sa dissémination auprès du grand public a en effet été légitimée par sa pertinence pour une société américaine en profonde mutation. Parallèlement aux mouvements politiques et sociaux pour l'émancipation et l'égalité, le ferment culturel des 60s aurait engendré, selon les praticiens, l'érosion d'une normativité sociale fondée sur l'obéissance et la conformité de rôle. Ils avaient le sentiment d'assister à une pluralisation des valeurs et des idéaux, se traduisant par une plus grande tolérance envers des comportements et des modes de vie non conformistes. Cette lecture faisait évidemment écho à la critique contemporaine du tournant thérapeutique supposément pris par la culture américaine. Philippe Rieff, et hier on a parlé de Lasch, d'autres intellectuels s'étaient inquiétés de la diffusion des dérivés de la psychanalyse au sein d'une société d'abondance pour les masses, qu'ils associaient à la perte du sens de la communauté. L'homme psychologique, théorisé par Rieff, n'était plus réceptif aux diverses obligations, responsabilités inhibitrices qu'impliquait, je le cite, une culture organisée en termes de buts communs. Alain a dit hier l'idée que cet homme psychologique faisait prévaloir la réalisation de soi et l'accomplissement personnel sur les affaires publiques et politiques, menaçant la possibilité même d'un ordre moral et précipitant le déclin de la civilisation occidentale, donc cette lecture décliniste dont Alain a parlé hier. Les psychologues, pour leur part, avaient une lecture beaucoup plus optimiste de leur propre moment et agentivité historique. Ils étaient un peu plus proches, rétrospectivement, on pourrait dire, de Giddens, comme favorisant l'autonomie des personnes et l'instauration de relations plus égalitaires dans la sphère privée. Mais ils insistaient surtout sur les conséquences ambivalentes des changements culturels en cours, conçus comme étant source à la fois de libération, de réinvention personnelle et d'insécurité psychologique. Par exemple, pour la conseillère Patricia Jakubowski-Spector, qui a été l'une des premières à développer l'affirmation de soi pour les femmes, l'injonction culturelle à réaliser son plein potentiel, donc qui venait de la psychologie humaniste, la flexibilité croissante des rôles sociaux de sexe et le développement du mouvement des femmes, tout cela aurait contribué à élever l'estime de soi et les aspirations personnelles de nombreuses femmes, tout en aiguisant la conscience de leurs limites personnelles. Elles seraient prises dans une contradiction entre leur socialisation à la passivité et leur désir d'être, je cite, forte et efficace, tout en étant féminine. À circonstances nouvelles, il lui apparaissait donc qu'il fallait apporter des comportements nouveaux. Elle présentait l'affirmation de soi comme un moyen d'inculquer aux femmes les compétences nécessaires pour concrétiser leurs aspirations nouvelles. Au cours des années 80, l'optimisme des débuts s'est un peu érodé. Des psychologues féministes ont critiqué ce qu'elles appelaient la validité écologique de la recherche sur l'affirmation de soi, épinglant sa conception abstraite du comportement social. Amy Herstein-Gervasio et Crawford ont par exemple argumenté que la signification d'une parole assertive dépendait de sa réception, et donc des différences de pouvoir et de statut qui informent les interactions quotidiennes. Une autre manière de le dire est que, contrairement aux promesses de l'affirmation de soi, les conséquences sociales de l'assertivité n'étaient pas nécessairement positives. Les efforts faits par les femmes pour changer leur comportement étaient susceptibles d'entraîner des sanctions sociales pour avoir transgressé leur rôle social de sexe. Retournant contre la thérapie comportementale sa prétention à fournir des traitements empiriquement fondés et validés, ces psychologues ont aussi montré qu'il existait en fait peu d'études déterminant par des observations directes si les femmes se comportaient bien différemment des hommes dans les situations d'interaction quotidienne auxquelles se destinait l'affirmation de soi. Elles conclurent que la non-assertivité avait été, je cite, conceptualisée comme un trait féminin socialement conditionné, du fait de son association a priori à des stéréotypes négatifs du comportement féminin, à commencer par la passivité, et que de manière symétrique, les consignes données aux femmes encodaient, je cite, des stéréotypes positifs du comportement masculin, promouvant des normes de santé mentale individualistes plutôt qu'interdépendantes. On trouve un écho indirect de ces critiques dans les difficultés rapportées par les praticiennes. En 1976, Pamela Butler notait que certaines femmes étaient réticentes à s'engager dans cette formation parce que
parce qu'elle, je cite, s'attendait à ce que l'affirmation de soi mène au rejet ou à la désapprobation, qu'elle ne voulait pas passer pour une bitch, une garce, qu'elle punissait leur propre comportement en le qualifiant péjorativement d'impoli, d'autoritaire, bossy, de parental ou de non féminin. Donc, cette réticence, Butler, elle l'expliquait par des distorsions cognitives, plutôt que par une évaluation lucide des risques de sanctions sociales. Mais ce qui m'intéresse là, c'est qu'elle l'attribue à un malaise quant au genre de l'affirmation de soi, qui a pu en fait être alimenté par des images grand public de femmes assertives masculines, ainsi de celle qui a fait la une du New York Magazine en juillet 1975. Donc sa posture et sa tenue faisaient très clairement référence à une figure viriliste de la masculinité, celle du strongman, qui, comme l'a expliqué l'historien de l'art Thierry Loger, étaient des hommes de foire dotés, je le cite, d'une musculature et d'une force hors norme qui, au début du XXe siècle, sont devenus l'incarnation d'un nouvel idéal corporel masculin. Alors ça, c'est une image ambiguë. On peut l'interpréter de différentes manières. Donc je vous propose celle-ci, comme une représentation, de toute évidence sexualisée, de femmes ayant dompté le patriarcat, le pendant féminin et contemporain d'Hercule, qui, en revêtant le symbole grotesque de l'adversaire vaincu, le slip en peau de léopard, en gagne les caractéristiques, courage, force, voire férocité. Vous voyez la petite bande dessinée à droite, je ne sais pas si elle est lisible pour vous. En tout cas, on y suit une femme exaspérée par des propos misogynes, qui suit une formation à l'affirmation de soi, et face à une nouvelle agression, se défend vivement, elle flanque une gifle à l'offenseur et l'avertit « touche-moi et tu es mort ». Ce malaise quant au genre de l'affirmation de soi peut également avoir été un des facteurs qui, au milieu des années 70, a incité les praticiens à distinguer l'assertivité non seulement de la passivité, mais aussi de l'agressivité. Et cette double dynamique, elle complique quelque peu l'image de l'affirmation de soi comme une catégorie qui va simplement reproduire des stéréotypes du comportement masculin et abonde plutôt dans le sens des analyses d'Angela Harris ou d'Eva Illouz qui ont lu dans le tournant thérapeutique un estompage des frontières entre le privé et le public et corrélativement entre le féminin et le masculin. Des compétences relationnelles traditionnellement associées aux femmes, écoute, bienveillance, gestion des émotions, seraient ainsi devenues, je cite Harris, pertinentes pour la vie publique, pour les femmes comme pour les hommes. Au départ, je l'ai dit, l'assertivité et l'agressivité étaient deux catégories de comportements qui n'étaient pas considérées comme mutuellement exclusives. Dans la première édition de son manuel de thérapie comportementale, Wolpe expliquait que l'assertivité impliquait habituellement un comportement plus ou moins agressif. Il donnait un exemple d'énoncé assertif des expressions de sentiments qualifiés d'hostiles. Voulez-vous bien arrêter de parler pendant le film ou la pièce de théâtre ? Ou votre comportement me dégoûte, etc. Au cours des années 70, Wolpe et d'autres ont promu une conception qu'on pourrait dire plus bienveillante de l'affirmation de soi, s'efforçant de corriger l'image d'un corpus de techniques pour faire prévaloir son point de vue et arriver à ses fins sans s'encombrer de scrupules. L'assertivité a été progressivement définie comme un style comportemental distinct de l'agressivité par lequel on défend ses droits et intérêts personnels sans être égoïste, de manière directe et ferme, mais respectueuse des droits d'autrui. Comme résumé par Wolpe dans la seconde édition de son manuel, la quintessence du comportement assertif est de faire à autrui ce qui est raisonnable et juste. Ce faisant, ces praticiens tentaient de tracer des frontières entre interventions légitimes et illégitimes, responsables et irresponsables, prenant leur distance avec un ensemble de livres grand public identifiés à l'affirmation de soi, mais jugés manipulatoires. L'attention clinique et scientifique s'étant concentrée sur les situations conflictuelles, cette resignification de l'assertivité n'avait rien d'évident. Si je reprends un exemple trivial de Wolpe, lorsque je dis à mon voisin au cinéma d'arrêter de parler pendant le film, est-ce assertif ou agressif ? C'était d'autant plus difficile que l'agressivité ne possédait pas non plus de définition scientifique stable, consensuelle, tant au plan de ses causes que de ses caractéristiques. Je ne rentre pas dans les détails, mais quelle dimension retenir pour séparer ces deux catégories de comportements ? Fallait-il s'en tenir au comportement, à sa forme, prendre en compte l'intention qui l'anime, la volonté de dominer, humilier, blâmer les autres, ses effets seulement, le contexte socio-culturel et les rapports sociaux qui influencent sa qualification ? Les psychologues ont débattu de cette question tout au long des années 70 sans vraiment parvenir à se mettre d'accord. Et restait cependant l'idée sous-jacente à cette opposition, suivant laquelle l'assertivité recouvre l'expression socialement acceptable des émotions, des désirs et des opinions.
Il y a quelque chose d'un peu paradoxal, je trouve, dans la trajectoire de l'affirmation de soi. La normativité sociale, initialement comprise comme source de problèmes psychologiques, d'inefficience personnelle, comme une entrave à l'apprentissage et à la réalisation d'actes assertifs, a été remobilisée progressivement comme une référence ultime et parfaitement vague pour définir et délimiter un style comportemental. L'avènement d'une version dite responsable de l'affirmation de soi contenait ces connotations conflictuelles, contribuant vraisemblablement à sa diffusion élargie, tout spécialement dans le monde du travail, en éliminant le soupçon que la formation à l'affirmation de soi allait, je cite un article de la Management Review, transformer des gens aimables en rebelles ou en rabat-joie, en enquiquineurs perpétuels. Dans tous les cas, l'accent mis sur la responsabilité individuelle, une compréhension du pouvoir et de l'empowerment comme attitude ou compétence personnelle, et la recherche d'un mode de communication susceptible de satisfaire des besoins différents, tout cela a fait de l'affirmation de soi une forme d'intervention compatible avec des attentes comportementales nouvelles dans le monde de l'entreprise, comme je voudrais me le montrer brièvement à partir du cas français. Donc c'est bien cette version de l'affirmation de soi qui a été importée dans le champ de la santé mentale en France au milieu des années 70, puis transposée dans celui de la formation professionnelle continue. Alors son introduction, elle a d'abord été le fait des membres les plus jeunes du mouvement de la thérapie comportementale, qui en France était constitué en association en 1971 sous le patronage de grands noms de la psychiatrie comme Daniel Vidloché ou Pierre Pichot, avec cette particularité d'être composé de manière prédominante de psychiatres plutôt que de psychologues. Donc ça, c'est une vraie différence par rapport au mouvement britannique ou américain qui passe sans incidence. Alors, c'est dans le cadre d'un séjour de formation en Californie auprès du psychiatre de UCLA Robert Lieberman que la psychologue clinicienne Huguette Viala et le médecin Bernard Rivière s'initièrent à l'affirmation de soi en 1975 et 1976. Donc, Lieberman était un interlocuteur précoce de l'Association française de thérapie comportementale et il travaillait alors à l'adaptation de la thérapie comportementale à la thérapie familiale, la réhabilitation psychiatrique et la psychiatrie communautaire. L'affirmation de soi était un aspect des thérapies de groupe qu'il développait. Elle était en particulier devenue une clé de voûte du traitement dans un centre de traitement de jour de la ville d'Oxnard. Et c'est dans ce centre que Viala avait co-animé son premier groupe d'affirmation de soi pour des femmes qui étaient toutes bien insérées socialement, qui étaient venues consulter pour des troubles anxieux et dépressifs. À leur retour en France, Viala et Rivière ont contribué à disséminer l'affirmation de soi en France via des cours, notamment donnés au sein de l'Institut de formation créé par l'Association française de thérapie comportementale, mais aussi des stages dans des institutions publiques et des entreprises qui s'inscrivaient dans le cadre de la formation professionnelle continue des personnels. Viala en particulier, qui s'était vu confier une consultation clinique à mi-temps à la Salpêtrière, développa en parallèle une activité de formatrice et de consultante. Donc juste pour vous donner une idée un petit peu de où est-ce qu'elle a pu intervenir, le premier stage d'affirmation de soi qu'elle a animé à la fin des années 70, c'était à la Banque de France. Parmi ses autres clients, on peut citer le Centre national d'art et de culture Georges Pompidou, l'Union de crédit pour le bâtiment ou encore Biotherm. C'est aussi Viala qui a introduit le psychiatre Patrick Légeron dans le monde du travail, également formé chez Lieberman. Légeron co-anima avec elle des stages d'affirmation de soi avant de fonder en 1989 son propre cabinet qu'il a appelé Stimulus. Donc, l'activité de consultante et de formatrice de Viala a également eu un écho dans la presse grand public. Donc, outre le Nouveau F, Viala a apparu dans Vital, Femmes Pratiques, Marie-Claire, mais aussi dans L'Expansion, un magazine pour le nouveau groupe social des cadres. Certains de ces articles tendaient à confondre les thérapies comportementales et le behaviorisme, et sur cette base, à les opposer à la psychanalyse, présentant les premières comme une alternative à la fois empirique et pragmatique, plus rapide, moins coûteuse, etc. Et aussi, je cite, une méthode positive de changement des comportements susceptible de libérer l'individu de la dépendance envers le thérapeute, en lui offrant les outils et la stratégie de son autogestion psychologique. Donc, ces trajectoires professionnelles, elles s'inscrivaient dans le cadre de transformations connexes de la formation professionnelle continue, des formes d'organisation et de gestion du personnel et de la psychologie du travail que j'évoque à partir des travaux de collègues sociologues et historiens, mais je pense que c'est important de les citer quand même. Donc un élément très très important, c'est la loi du 16 juillet 1971 qui a instauré une obligation pour les employeurs de contribuer à la formation continue de leurs employés sous la forme d'une obligation de dépenses basée sur la masse salariale. Donc elle visait à instituer, je cite
Vincent Merle et Yves Lichtenberg, un nouveau compromis social entre la nécessité de créer des conditions de modernisation de l'appareil productif dans un contexte de forte croissance et l'exigence d'accès de tous au savoir. Ainsi que l'a souligné Scarlett Salman, elle a changé l'orientation en fait, de la formation professionnelle continue, de l'adaptation des travailleurs à leur poste vers la promotion sociale et le développement personnel. Cette loi, elle a favorisé le développement concrètement de l'offre de formation et l'essor des prestataires privés qui, dans l'esprit de la loi, sont rentrés en concurrence avec les acteurs publics en fait, de la formation pour adultes et qui, dans les années 80, ont diffusé des modèles d'organisation du travail et de méthodes de gestion des ressources humaines nouveaux qui, en fait, ont étendu à l'ensemble des personnels des principes qu'on trouvait déjà dans les modèles de management des années 60 pour les personnels encadrants, comme l'a montré Hélène Stephens, à savoir la participation, la délégation, la responsabilisation. En parallèle, dans le secteur public, il y a une volonté de moderniser les services publics, de les personnaliser et d'améliorer la qualité de l'accueil qui a également suscité des attentes plus grandes concernant les soft skills, les compétences relationnelles des agents. Les interventions psychologiques en entreprise, elles ont accompagné ces transformations. Donc la psychologie des affaires, elle destinée au personnel encadrant plutôt, elle s'est structurée dans les années 50 et 60, je fais très vite, mais avec l'importation dans le cadre des missions de productivité de l'école des relations humaines qui mettaient en équation satisfaction du travail et productivité. Et ces principes et méthodes ont été principalement des méthodes de groupe, sont diffusés en France par des psychosociologues qui menaient en parallèle une carrière académique et travaillaient dans des instituts de formation ou des cabinets de conseil en organisation, comme le CEJOS, qui est l'ex-Commission générale d'organisation scientifique du travail. Donc, cette tradition française de psychosociologie, elle a été progressivement concurrencée par ces mêmes organismes de formation et cabinets de conseil sur le segment de la formation pour cadres d'abord. Et donc cette tradition, elle a décliné fin des années 70-80 au profit de pratiques plus individualisantes qui puisaient à la psychologie clinique, à la psychologie humaniste. Et voilà, c'est juste pour vous donner un petit peu le cadre. 5 minutes ? Ouais, bon, c'est parfait. Donc, la transposition de l'affirmation de soi en entreprise, elle a participé de cette recomposition des relations entre psychologie et régulation des rapports de travail. Son origine nord-américaine, son ancrage dans la thérapie comportementale étaient présentés comme des gages d'intervention rigoureuse, bref, pragmatique et optimiste, non intrusive aussi, ce qui a pu rassurer les responsables de formation et leurs clients, comme d'ailleurs ses bases normatives et son individualisme, où on voit là qu'il y a pu y avoir une convergence entre deux processus de psychologisation, pour parler avec Lisa Malik et Viola Balz, à savoir non seulement la psychologisation entendue comme psychoboom, mais aussi la psychologisation dans le sens de développement de la discipline académique et de certaines normes épistémiques d'intervention. Car si l'affirmation de soi privilégiait les interventions de groupe, à l'instar de la psychosociologie, c'est bien l'individu, ses capacités à communiquer qui étaient prises pour cible. Ici, les pratiques de groupe visaient à développer de nouveaux comportements, adaptés à des modèles d'organisation de travail plus souples, moins hiérarchiques, plutôt que de modifier en profondeur leur fonctionnement. C'est, je cite, l'actualisation de soi dans l'organisation, conçue comme clé de l'efficacité qui était visée. Et de ce point de vue, les idéaux humanistes qui ont été embarqués dans l'affirmation de soi entraient assez bien en résonance avec les principes de responsabilité et d'autonomie adoptés par le management, la doctrine du management. Et dans cette perspective, les importateurs de l'affirmation de soi avaient adopté un modèle du sujet volontaire, capable d'influencer son environnement immédiat, qu'ils présentaient comme étant aux antipodes de supposées traditions culturelles françaises, favorisant, je cite, l'analyse globale des influences extérieures dont l'individu ne peut pas être tenu responsable. De même, sa définition comme un style de communication intermédiaire entre la passivité et l'agressivité s'accordait bien avec les appels à la participation, appels évidemment différenciés selon les catégories de personnel et où il se situait dans la hiérarchie de l'entreprise. Au nouveau cadre, les consultants promettaient l'exercice tranquille de l'autorité et aux autres employés de développer leur potentiel de présence et d'aisance sociale. Donc, juste pour finir, je vais vous donner un exemple. Donc ça, c'est le premier manuel de français sur l'affirmation de soi. Il est publié en 1980 et destiné aux acteurs du conseil et de la formation pour cadres et signé par Dominique Chalvin, qui était un psychologue social de formation, psychologue du travail aussi, responsable alors du département de relations humaines et communication à la CEJOS. Donc c'était un manuel qui était assez standard dans sa composition, comme dans les exercices proposé. On n'avait pas affaire ici à un cas d'importation particulièrement innovant.
Au plan du discours, on retrouvait ainsi la conception de l'affirmation de soi comme outil pour résoudre les tensions d'une société en mutation, transposée au contexte français. Chalvin diagnostiquait une crise de la société qui était aussi une crise de l'entreprise, à l'anti-autoritarisme et aux revendications accrues de liberté et d'autonomie des jeunes générations. Il faisait correspondre une critique de l'organisation bureaucratique et anonyme. Celle-ci déboucherait, je le cite, sur une situation de pouvoir flottant, à l'heure où, encore si je le cite, chacun était convié à s'exprimer, concerter ou à participer. On demandait à l'encadrement de ne pas craindre le face-à-face et les contacts personnalisés, mais en même temps d'avoir le courage de continuer à assumer ses responsabilités d'autorité. Fin de citation. La légitimité et l'efficacité du pouvoir de l'encadrement reposeraient désormais sur une base relationnelle. Il y avait cependant, selon lui, un hiatus entre les exigences de ce qu'il appelait l'entreprise négociatrice et les habitudes et traditions qui obligent. Le cadre français, à l'instar de la femme de la classe moyenne américaine, présentait un déficit comportemental, selon lui. Il serait inapte, je le cite, à recevoir des critiques et à en faire, alors même que le développement de dispositifs comme l'entretien d'évaluation exigerait de chacun qu'il s'entraîne à, je le cite, rechercher des compromis réalistes en négociant les désaccords de la vie professionnelle. Donc on voit que ce qui a voyagé en fait entre les pays et les champs sociaux, c'était pas seulement une compréhension de l'affirmation de soi comme expression adéquate, socialement acceptable, des sentiments et des besoins, mais aussi des scripts diagnostiques et d'intervention alimentés par le ferment des années 60, des femmes américaines de la classe moyenne au cadre français. Ces applications élargies ont été justifiées par une même rhétorique de tension entre la socialisation de rôle et les nouvelles attentes de réalisation de soi et d'efficacité. Suivant le modèle sous-jacent du déficit comportemental, les appels croissants à s'exprimer et à participer prescrivaient l'acquisition de nouvelles compétences et une reconfiguration des relations interpersonnelles dans la sphère privée comme en entreprise. Bon, j'arrête là. Merci.